Chers messieurs, je vous explique le principe de la séparation des pouvoirs et les applications pratiques et concrètes que l'on peut en faire, et particulièrement dans le cas qui nous préoccupe. Premièrement, dans la République et dans les systèmes de démocratie, nous avons trois pouvoirs. Un pouvoir qui s'occupe du gouvernement, un pouvoir qui s'occupe de créer la loi et de faire la loi et de contrôler le gouvernement, un pouvoir qui s'occupe de dire la justice. Ce sont ces trois pouvoirs qui ont été prévus par Montesquieu, qui s'appelle le pouvoir législatif, faire la loi et contrôler le gouvernement, le pouvoir exécutif, administrer l'État et gouverner, et le pouvoir judiciaire, rendre la justice et veiller sur la bonhomie de la mise en œuvre de la loi. Quand on parle de séparation de pouvoir, ça veut dire que aucun des pouvoirs ne peut exercer le pouvoir de l'autre, premièrement, et chacun des pouvoirs doit veiller sur l'autre pouvoir, de manière à ce que l'exercice du pouvoir ne soit jamais autoritaire d'une part et ne dépasse jamais les limites strictes de la loi. Dans le contexte de la création du droit et de la loi, on peut estimer que les députés, qui sont des élus de la nation, qui sont amenés donc à créer la loi, peuvent être menacés dans leur corps, dans leur esprit et dans leur intégrité par des gens contre lesquels ils peuvent être amenés à créer la loi, par exemple le gouvernement. Donc prendre la loi amène les députés à s'exprimer, à exprimer des opinions dans l'enceinte du Parlement, de manière à ce que cette prise de parole peut être gênante pour un certain nombre de personnes qui peuvent se sentir visées. C'est pour ça que on donne aux députés ce qu'on appelle l'immunité parlementaire, c'est-à-dire durant les sessions, dans le cadre de la prise de parole, pour la création de la loi ou pour l'expression de la loi, il ne soit jamais menacé, ni dans son corps, ni dans son esprit, ni dans ses biens, dans son patrimoine en tant que député. Cette immunité vaut durant toutes les sessions et exceptionnellement on peut estimer ou espérer ou penser plutôt que le député peut, en dehors des sessions, être menacé dans les mêmes conditions que durant les sessions. Mais lorsqu'il est menacé, il ne peut être poursuivi en violation de l'immunité dont il se prévaut, dont il a droit, que dans des hypothèses de flagrant délit. Ça veut dire que le comportement, l'attitude et la manière de faire du député violent la loi dans des conditions telles que nul ne peut en douter. Le flagrant délit, c'est lorsque je suis surpris en train de mettre ma main dans votre poche pour vous soutirer un billet de banque. Le flagrant délit, c'est lorsque je vous pointe une arme sur la tête en vous menaçant de vous tuer. Le flagrant délit, c'est lorsque je suis en train véritablement d'avoir un comportement, une attitude qui soit fautive d'une part et qui vous concerne d'autre part, de manière à ce que le commun des mortels ne puisse en avoir aucun doute. Dans l'exemple qui est celui du député ou du conseiller national Issa Kaoudjim, il est poursuivi sur la base de l'atteinte au crédit de l'État, qui est une infraction désuète d'ailleurs, de vous à moi. Et deuxièmement, il est poursuivi pour trouble à l'ordre public, ce qui est aussi discutable dans la mesure où l'appel de Kaoudjim n'a jamais été suivi d'aucune descente dans la rue, d'aucune manifestation publique de qui que ce soit. Ces deux infractions ont été poursuivies comme dans le cadre d'un flagrant délit contre Kaoudjim. Or, le flagrant délit, comme je vous l'ai indiqué, doit être perçu par le commun des mortels comme étant une évidence absolue, qui ne fasse l'objet d'aucune contestation ou d'aucune contestation suffisante. Dans ces conditions, le juge qui a poursuivi n'avait plus l'obligation d'observer l'immunité de Kaoudjim et de demander éventuellement au Parlement de lever son immunité, parce qu'on était dans l'hypothèse d'un flagrant délit. Or, Kaoudjim a été jugé, mis en prison sur la base du flagrant délit. Et Kaoudjim, aujourd'hui, est en prison. Et le Parlement s'est réuni pour examiner son cas et indiquer
qu'il n'avait absolument aucune raison d'être en prison. Du coup, le Parlement conteste le caractère de flagrant délit et demande à l'autorité judiciaire, à la justice, au juge, de remettre Kaoudim en liberté. Contre cette demande, le juge n'a aucune possibilité, ni d'interprétation, ni d'action, ni de réaction. Il doit mettre ipso facto Kaoudim en liberté. Pour vous dire que le principe de la séparation des pouvoirs n'est pas une source d'impunité, la poursuite concernant Kaoudim continue pour autant, et le dossier qui est en délibéré va être vidé sans doute au moment indiqué, sauf que un des éléments essentiels qui a permis de poursuivre Kaoudim aujourd'hui tombe, et du coup, cet élément essentiel, lorsqu'il tombe, n'est pas sans incidence sur le reste de la procédure. Voilà en 2 mots ce que je voulais vous dire pour que vous puissiez parfaitement comprendre la problématique qui est posée.